Salut à tous, oui je sais, vous nous en voulez de ne pas avoir encore fait le débriefing WRC après cet apocalyptique rallye du Portugal, un rallye showstrap où pas mal des hommes forts de ce championnat sont tombés dans ces fameuses showstraps. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que j'attendais que notre ami Éric Briquet, notre ami et confrère d'Auto Hebdo soit là, parce que lui, il y était là-bas, les pieds dans la gadoue, et il a vu les pilotes se décomposer, il les a suivis, il les a rencontrés. Moi, je voulais absolument que ce débriefing, qui est quand même avec ce rallye vraiment très spécial, il soit fait en ta compagnie, mon bon Eric. T'es content, j'espère? Merci Patrick pour cet honneur, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que j'ai un petit peu tardé à rentrer. Bon, bonne excuse, j'étais en Finlande aller voir Jari-Matti Latvala chez lui pour le bien de la cause, comme on dit, pour un reportage. Donc voilà ce retard. Qu'on pourra lire quand dans Auto Hebdo? Parce qu'après tout, mercredi prochain dans Auto Hebdo. Donc voilà, rendez-vous déjà avec la rencontre qu'Eric a faite avec Jari-Matti Latvala. Alors on va justement, allez, petit aparté rapide, autoflagellation du côté de Jari-Matti Latvala, il s'en veut vraiment quand même sur le coup. Ah, complètement. Il est conscient qu'il est en train de rater son début de championnat. 3 scores vierges en 4 rallyes pour un prétendant au titre, pour celui qui est considéré comme le numéro 1 officiellement de l'équipe Ford, celui sur lequel reposent tous les espoirs. C'est donc le challenger de Sébastien Loeb et commencer avec 3 rallyes, 0 pointé, une seule victoire en Suède. Alors c'est clair que c'est un très mauvais début de championnat, mais le garçon est résolument optimiste. Il y croit encore, il dit que c'est encore possible. Alors bien sûr, il faudra qu'il compte sur des petits ennuis de Sébastien Loeb. On l'a vu, c'était possible, cette sortie de route. Donc, mais pour lui, son championnat, après 4 rallyes, n'est pas encore joué, même si c'est vrai, il est quand même mal embarqué. Bon, il est mal embarqué. Alors justement, on va revenir en détail sur ce rallye. C'est quand même incroyable, c'est qu'en fait, on va reprendre un peu ce qu'on a connu en musique, les 4 ténors de ce championnat. Eh bien, 3 sont tombés dans les pièges de ce rallye, et le 4e n'a pas été épargné, puisque lui aussi, il a été, on en parlera plus tard, disqualifié une fois la victoire acquise. Mais quand même, ce simple fait qu'en l'espace de une journée et demie ou une étape, puisque le jeudi et le vendredi, on pouvait compter ça sur une première journée, 3 des ténors de ce championnat soient partis à la faute, moi, on a beau, même si le rallye était vraiment dur, on l'a vu sur les images, c'est quand même quasi exceptionnel. Oui, c'est du rarement vu. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Ça se déroule entre le jeudi soir et le vendredi matin, donc 2 journées différentes, mais très proches l'une de l'autre. Le jeudi soir, nous sommes dans la 3e spéciale du rallye, la 2e vraie sur Terre, donc c'est quasiment le début. Sébastien Loeb qui se loupe. Alors, on peut difficilement parler de piège à ce moment-là, parce que même si les premières averses ont commencé à faire leur apparition, ce n'était pas encore le déluge, donc on ne peut pas mettre cette sortie de route sur le compte du mauvais temps, qui a été plus compliqué par la suite. Et encore, on verra en analysant très profondément que finalement, le problème des Ford, c'était peut-être pas forcément la pluie. Et donc pour Sébastien Loeb, c'est peut-être un manque d'habitude à la nuit, parce que ces garçons-là ne sont pas de la génération des pilotes qui ont couru la nuit. Il avoue s'être peut-être fait piéger par un décor naturel qui laissait penser qu'il y avait un virage à gauche derrière cette fameuse crête, donc il a peut-être anticipé par rapport à ce qu'il voyait, alors que Daniel Elena lui avait bien annoncé la bonne note. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une sortie de route assez rarissime de la part de Sébastien Loeb, qui était déjà à l'attaque, parce que j'en avais parlé juste avant le départ de cette boucle nocturne avec Daniel Elena. Il m'a dit, écoute, on ne peut pas laisser des secondes comme ça. Aujourd'hui, on se bat vraiment la seconde. Donc, même si c'est la nuit, même si c'est compliqué, il y avait en plus ce jeu des positions, juste après la séance qualificative, avec les 2 Citroën devant, première et deuxième dans l'ordre de départ. Les 2 Ford officiels, 16e et 17e, donc dernière du groupe des WRC, qui avait tort, qui avait raison, on ne savait pas trop. La pluie allait peut-être être, l'élément déclenchant des performances des uns ou des autres. Bon, au final, on a vu que finalement, il n'y avait que 5 secondes d'écart entre la moins bien classée des Citroën, donc celle qui restait, celle des Rouenen et les Ford, donc quasiment jeu égal. Ce qui veut dire que la faute de Loeb, c'est simplement une faute, une erreur, comme il en arrive, comme il en fait de temps en temps. Mais c'est vrai que du coup,
ça ouvre la porte, Eh oui, une oui. porte Voilà. gigantesque Alors, qui s'ouvre pour les autres pour relancer le championnat, parce que c'est quand même le leader du championnat qui tombe. voilà, donc tu abordes naturellement le deuxième thème de ce débriefing, c'est quand même qu'une fois que le chat n'est pas là, les souris, bon sang de bois, elles doivent danser. Elles ne doivent pas tomber dans les ravins ou tomber dans tous les pièges. Surtout Latvala qui, lui, a un besoin impératif. Déjà en déficit de points. Absolument, il a un besoin impératif de se refaire. Alors, il l'avait déjà très bien fait en Suède suite à sa sortie de Monte-Carlo. Il avait montré que le garçon était quand même solide par rapport à la pression. On pensait qu'au Portugal, il allait peut-être pouvoir refaire la même chose. Sauf qu'il va, on l'a vu sur les images qui ont été diffusées cette semaine sur l'antenne, on voit qu'il va aller prendre, pas une corde, mais qu'il va quand même serrer très fortement sur le côté de la route dans un gauche rapide, le long d'un talus. Bon, peut-être qu'il vient d'un pays où on n'a pas l'habitude que les pierres tombent des talus quand il pleut beaucoup. Là, en tout cas, il y avait des grosses pierres sur le bord, mais il n'a pas besoin d'aller aussi près de la route. Ça ne va pas changer grand-chose s'il prend une petite marge de sécurité. Quelque part, voilà. Et voilà. Et ça, c'est peut-être une erreur qu'il a de nouveau, pris en considération. Et il se dit, est-ce que ça vaut la peine d'aller toujours chercher le dernier petit millimètre sur la terre? Au contraire, faut-il peut-être garder une marge, peut-être aller moins vite, mettre à l'arrivée? Donc, il est en train de réfléchir à tout ça, un nouveau peut-être mode de pensée. Lui qui espérait être constant en début de saison, il dit je le dis, mais je ne le fais pas, je ne le montre pas, alors c'est compliqué. Mais il sort de la route, il repartira. Mais ça veut dire que pour la victoire, pour les gros points, c'est fini. C'est fini la première spéciale du vendredi matin. Alors, on va revenir rapidement sur ce que l'on disait entre nous déjà en fin de saison dernière. On le voyait tous comme l'an dernier, ce qu'il avait montré la saison dernière et surtout dans la dernière partie, où il devait bien souvent se mettre au service de Hirvonen. Il avait laissé quand même entrevoir une constance, une rapidité, d'où cette position qu'on lui a donnée naturellement de véritable challenger de Loeb et de Citroën, d'autant plus que les voitures, franchement, moi j'ai l'impression quand même que les Fiesta sont à la hauteur des DS3. Oui. En revanche, moi je te pose franchement la question, Eric, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de management chez Ford? Parce que dès lors que Sébastien Loeb est hors jeu, ne doit-on entendre de la part de la direction de l'équipe, on arrête les bêtises, on assure parce que c'est pratiquement la porte ouverte à la victoire. C'est vrai qu'il y a peut-être une gestion sportive différente entre l'équipe Citroën et l'équipe Ford. Alors, est-ce qu'il y a plus de monde chez Citroën? Est-ce qu'il y a aussi dans l'équipe beaucoup d'anciens pilotes, d'anciens copilotes qui ont intégré le staff depuis des années et qui sont donc déjà montés dans des voitures? Et qui savent ce que c'est. Malcolm Wilson aussi, alors, oui, pour ne pas le citer. C'est vrai que Malcolm a été pilote, mais j'ai l'impression qu'il est un peu seul pour tout faire. Est-ce qu'il a peut-être trop de choses à penser? Est-ce qu'il lui manque des adjoints, des gens pour l'aider justement à dire, ben là, c'est très compliqué. Non pas qu'on sacrifie la journée, mais on la passe. Et on verra ensuite, on ne perd pas trop de temps, mais peut-être qu'on ne prend pas tous les risques. On ne cherche pas à creuser, à gagner le rallye le vendredi matin. Parce que c'est bien d'avoir la vitesse, mais ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite dans un rallye. C'est d'être le premier à l'arrivée. Voilà. Alors de temps en temps, il faut aller vite, mais de temps en temps, il faut savoir amener sa machine au bout. Qui va piano va sano, le fameux, le fameux. Hein. Voilà. Bon, voilà. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Latvala sait qu'il peut aller vite. Il n'a pas besoin de le prouver, mais il doit maintenant prouver qu'il peut être une machine à ramener des points. Et c'est pas du tout le cas. Et coup dur, parce que quand tu perds ton premier pilote dans la première spéciale du vendredi matin, donc le rallye, on va dire, commence, et juste derrière, des problèmes mécaniques apparemment pour Solberg, de boîte de vitesse et tout, et encore une sortie. Alors, est-ce que c'est dû à des concentrations? Est-ce que c'est dû à ces problèmes de vitesse? Parce que, voilà. Bref, et puis la pression. Peut-être qu'il y a toute une pression qui se met autour de Solberg et Latvala. Résultat, après 2 spéciales le vendredi matin, eh bien, on a un Mikko Hirvonen royal. Devant 2 petits jeunes, il faudra quand même le souligner. Mais en attendant, des 4 pilotes officiels, et il y en a un qui sort tranquillement quand je dis qu'il sort, il sort de ce piège, qui traverse ces 3 spéciales très compliquées. Il est en tête du rallye et tout va bien. Donc je rappelle juste quand même, pour finir avec le chapitre Ford, que Malcolm Wilson, c'était pas le dernier à penser les stratégies quand il faut un peu être aux limites du règlement. Là, franchement, on peut lui reprocher, ne nous en voulez pas si vous êtes des fans de Malcolm Wilson, mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher peut-être de ne pas avoir su trouver les mots
qui auraient permis, en Surtout, tout cas, éviter cette hécatombe. Surtout à deux voitures contre une. À deux voitures contre une. Tu peux demander, allez, on sait que la météo est très compliquée en ce vendredi matin, on sait qu'on a 3 spéciales à franchir, on les passe et après on fait le point à midi. Si on est devant, eh bien on essaye de rester. Si on est un poil derrière, c'est pas grave. Il reste encore le vendredi après-midi. Bon. On ne savait pas à ce moment-là que ça allait être annulé, mais on peut se dire il y a encore le vendredi après-midi, puis il y a encore samedi, dimanche, il y a encore 2 vraies journées. Exactement. Donc il n'y a pas de raison de s'exciter d'entrée de jeu, même si on sait que les pilotes se battent à coups de seconde, donc tu ne peux pas trop en lâcher non plus, mais il ne faut pas non plus prendre tous les risques. Chapitre suivant, bien sûr, tu viens de l'aborder rapidement, Mikko Hirvonen. Là encore, je vais faire référence à ce que je disais l'année dernière. L'année dernière, je n'étais pas vraiment séduit par Mikko Hirvonen. Tu en étais un défenseur ici même sur le plateau de débriefing WRC. Eh bien, je reconnais que tu avais raison. Et je rends hommage à Mikko Hirvonen parce qu'avec sa philosophie et sa façon de voir les courses, comme tu l'as dit, eh bien, c'est le seul à s'en être véritablement surpris. Et là, il aurait dû surtout signer enfin sa première victoire sur Citroën. Au bout du 4e rallye et dans ces circonstances, eh bien, il faisait parfaitement le travail qui lui était demandé, à savoir quand l'hub n'est pas devant, eh bien, tu prends la succession. Il a parfaitement assuré son job, donc bravo à Mikko Hirvonen. Et franchement, d'apprendre après qu'il a été déclassé, là, le pauvre. Oui, c'est un petit peu la formule qui me vient. Pauvre Hirvonen. Immense déception pour lui, frustration, hein, on peut le dire, parce que non seulement il perd la victoire, mais il perd aussi la place de leader du championnat, donc il perd beaucoup de points. Ça voulait dire aussi que son intégration était quasiment réussie quand on gagne un rallye d'entrée de jeu. Bon, on va dire qu'il l'a gagné sur un plan sportif. Après, on peut toujours débattre sur le fait est-ce que c'était un avantage ou non cet embrayage avec non percé. Alors on va dire oui, mais c'était plus lourd, donc il n'y avait pas d'avantage. D'autres vont dire ah mais oui, mais il était plus solide. Alors bon. Bref, on n'est pas suffisamment, j'allais dire, dans l'antre pour savoir si c'est une erreur. On peut penser que c'est une erreur de la part de Citroën, mais ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que la pièce n'est pas conforme. À partir de ce moment-là, l'exclusion est presque obligatoire. Et donc, très cher, c'est Mikko qui le paye, parce que lui, il est pour rien. Il paye très cher ces 4 jours où il s'était vraiment battu, où il avait réussi avec son habileté, son talent à rouler tel qu'il fallait le faire. Et voilà, donc c'est malheureux pour lui. Petit détail, enfin si on peut appeler ça un détail, Citroën avait évoqué le fait de faire appel et manifestement on s'arrête là. Oui, pourquoi? Parce que si Citroën ne fait pas appel dans l'heure qui suit la notification officielle de l'exclusion, il ne peut plus le faire ensuite. En revanche, en faisant appel dans ce délai d'1 heure, il y a ensuite un autre délai de 48 heures qui permet de réfléchir, de voir mieux la situation, peut-être plus en profondeur avec d'autres experts, peut-être juridiques tout simplement, pas uniquement. Et là, donc l'équipe a 48 heures pour confirmer ou non infirmer cette volonté de faire appel auprès de la FIA. Sans doute que chez Citroën, eh bien, on a réfléchi à la situation, on s'est rendu compte que peut-être que le dossier n'était pas défendable, peut-être qu'effectivement l'exclusion peut être jugée comme trop sévère, une sanction trop sévère, peut-être que 2 minutes, 3 minutes de pénalité qui auraient donc enlevé la victoire à Hirvonen, mais qui le laisse dans le classement, peut-être 3e, 4e, peut-être que ça suffisait. Bon, chacun a son avis, son point de vue là-dessus. Donc Citroën s'est dit, on va rester, de toute façon, on ne peut pas défendre notre... Même si c'est une erreur involontaire, même si ce n'est pas une volonté de triche, ça reste quand même une pièce non conforme. Donc l'appel allait être perdu. Et de là à espérer retourner la sanction en sa faveur, je pense que c'était injouable. Donc ils se sont dit, il vaut mieux en rester là. Alors Eric, comme le temps passe très vite, on a déjà débordé, bien sûr, comme d'habitude. Alors on va très vite faire le point sur 2 choses. D'abord, Hutzberg qui remporte le rallye, et les 2 jeunes, c'est-à-dire Matt Hutzberg et surtout Evgeny Novikov, que l'on donnait comme spécialiste des gadins, eh bien lui il est sur la 2e marche du podium désormais, et donc c'est magnifique résultat pour ces 2 jeunes. Bien placé au championnat, tout de bien placé au championnat, et puis rapidement aussi, Sébastien Loeb, qui part à la faute le jeudi, qui part au Paul Ricard le samedi
et qui se retrouve leader du championnat. leader du championnat comme si le rallye n'avait pas existé. C'est quand même assez incroyable. C'est vrai, ça fait partie un petit peu de, j'allais dire, depuis toujours, on ne peut pas parler de réussite, mais est-ce qu'on peut parler de chance, est-ce qu'on peut parler de... Je ne sais pas, mais ce qui est certain, les faits sont là. Normalement, il aurait dû être deuxième à, je crois, 9 points de mémoire de retard de Mikko Hirvonen, ce qui aurait pu engendrer une nouvelle situation compliquée à gérer, un petit peu comme ce qui s'était passé l'an dernier, tu vois ce que je veux dire, Patrick? Et là, du coup, eh bien, il reste toujours leader du championnat, ce qui veut dire qu'au niveau de l'équipe, eh bien, il n'y a pas de souci de gestion, de position entre le pilote que l'on considère un petit peu comme le numéro 1 légitime, même s'il n'est pas officiel, Sébastien Loeb, et Mikko Hirvonen, qui est un petit peu considéré comme le nouveau, donc forcément un petit peu plus numéro 2. Et bien, du coup, pas de problème pour l'Argentine. L'équipe retrouve, j'allais dire, un calme, voilà, une sérénité. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, ok, on n'a pas gagné au Portugal. Ce sont des outsiders qui ont marqué les gros points. Et tout va bien. Toujours, même si Solberg a réussi une opération point presque inespérée en finissant 3e, Citroën est toujours en tête des 2 championnats. Voilà. Constructeur-pilote, après 4 rallyes, tout va bien. Voilà, merci. Et encore une fois, désolé donc d'avoir tant attendu ce débriefing, mais je pense que voilà, c'était intéressant qu'Eric soit là, qui nous livre son analyse, qui nous donne ses regards, et qu'on ait pu justement débriefer avec déjà un peu plus de recul. Mais je pense qu'il était intéressant ce débriefing. Merci Eric. Merci Patrick. Salut.